Pas besoin d'embrasser le pain, simplement, tu ne dois pas lui manquer de respect, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte que les gens ne vont pas l'écraser. La Gemara dit que quand on marche, on écrase, on piétine des miettes de pain, et écrit Chas Shalom, le sar à un niout, rodef acharab. Le ministre, l'ange de la pauvreté, le poursuit. Personne qui marche sur du pain. Parce que marcher sur du pain, c'est un manque de respect. Bon, tu n'as pas le droit de manquer de respect à du pain. D'accord? Et tu dois faire attention de faire en sorte que quand tu le jettes, tu l'enveloppes. D'accord? Tu l'enveloppes de 2 enveloppes si tu peux, c'est bien. D'accord? Les autres aliments, tu peux les jeter comme ça. Tu n'as pas besoin de le mettre dans un sac plastique. Mais le pain, on va le respecter plus. D'accord? Mais il n'y a pas besoin non plus de l'aduler, de l'embrasser, de le truc. C'est pas. D'accord? C'est pas kadosh le pain. C'est juste qu'il ne faut pas lui manquer de respect. Pourquoi je vous dis ça? Et que maintenant, tu vas dire, oui, mais ce cas-là, c'est baltachrit. Pourquoi c'est baltachrit? Parce que j'ai acheté du pain, j'avais le droit de l'acheter. Non, j'ai 2 baguettes, j'en ai besoin qu'une demi, donc il me reste 1 baguette et demie. Si je la jette, c'est baltachrit. C'est quoi baltachrit? C'est une perte, c'est un gaspillage. Donc pourquoi je vais le jeter? Je te dis non. Quand tu ne manges pas quelque chose et que tu le jettes, tu as tout à fait le droit. Tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur terre en disant c'est baltachrit, non. Moi, je ne mange pas. Ce recherche, je ne le mange pas. Tu peux le jeter, tu peux le jeter. Si tu trouves quelqu'un qui est maquel, qui est plus indulgent et qui mange, donne-lui, mais simcha rabba. Ah non, il y a le fini hiver, le tien Mirchol, je le fais échouer parce que moi, je ne mange pas. Donc pour lui aussi, c'est interdit. Non, on n'est pas des talibans en bouteille. Ce n'est pas parce que pour toi, tu es mahmir que pour l'autre aussi, il doit l'armir. Lui, il peut aller à quel? Alors, quand tu es dans un cadre comme ça et que vous êtes tous dans un même groupe, c'est certain que si toi tu es mahmir, explique à l'autre pourquoi il faudrait l'armir. Que OU, d'accord, OU, il mange du khalav de goy par exemple. Le khalav de goy dans OU. La viande, elle n'est pas bassar khalak. Il y a bichoul goy, parce que c'est pour Ashkenaz. Donc il y a un bichoul goy. Donc il y a plein de coulottes que nous on ne fait pas. Donc dis à ta copine, ne mange pas. Mais maintenant, tu es dans la rue, tu as une tante ou une cousine ou des gens qui ne sont pas particulièrement orthodoxes, alors tu peux leur donner sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de l'ifné hiver, il n'y a pas de problème de le faire échouer. Donc il n'y a pas de problème d'un côté de le jeter si la personne à qui le donner, ou si l'autre, tu vas la vexer, elle va dire quoi, je suis ta poubelle, je vais me donner ton truc, ce que tu veux jeter. Alors jette-le. Tu le fermes dans 2 sacs et tu le jettes. Il n'y a pas de problème de baltachrit, de gaspillage, parce que tu fais ça pour te préserver d'une coula ou d'un mauvais comportement, ou d'un comportement qui n'est pas à ton niveau. Il n'y a pas de problème de baltachrit, tu peux le jeter. Le donner à une personne, tu peux aussi. Parce que on ne va pas obliger tout le monde à se montrer mahmir. Si quelqu'un te demande est-ce que c'est permis ou c'est assourd, tu ne vas pas dire c'est assourd. Moi, je ne mange pas, nous, on ne mange pas. Notre Rav nous a appris qu'il y a pas mal de coulottes dans tel et tel ashgacha où je ne mange pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas cachère. Cachère, ça reste cachère. Mais, comme ça reste cachère, tu peux le donner à une tierce personne si tu sais quelle est le qu'il a baisé. Mais tu es obligé de lui dire sache que c'est une ashgacha du consistoire. Sache que c'est une ashgacha de Oyou. Tu es obligé de lui dire. Comme ça, comme il voit qu'une fille religieuse, elle lui donne, elle dit bon, si elle me donne, c'est que c'est sûr que c'est bon. Non, donc tu dois lui dire préalablement, sache qu'il y a une coula, et je ne le mange pas, sans le vexer, bien entendu. D'accord? Et à partir du moment où tu le fais comprendre que toi, que certains sont mahmirim, eh bien, hein, tu peux lui donner, il n'y a pas de problème, ni de l'ifné hiver, ni de baltachrit. Oui. Si on est dans une ville où il n'y a que du pain de goy, est-ce qu'on doit se déplacer pour aller chercher du pain cachère ou... Fais-moi, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui. Moi, c'était, admettons, c'est genre il y a quelque chose qu'on a, comment dire, genre c'est pas un problème de l'armure ou pas, c'est ça, mais enfin, c'est pas bien de le faire. Par exemple, je sais pas, un truc. Mais c'est permis ou c'est pas permis? C'est pas permis. Donc c'est interdit. Alors, on va le faire. Ah bah non. Par exemple, je sais pas, une chute qui est pas sexy ou tout. Bah si votre copine, elle fait 1m20 sur un tabouret 30 cm, les bras levés, bon, votre jupe, à mon avis, elle va lui aller en robe de mariée, donc c'est bon, vous pouvez lui donner. Parce que grâce à Dieu, vous êtes grande. Mais si c'est certain que... si on ne peut en faire qu'une une utilisation interdite, ouais, il faut la brûler, il faut la déchirer, il faut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous montre des efforts qu'on fait et on s'en débarrasse, comme ça on montre à Hachem notre volonté. Oui. Si quelqu'un décide d'arrêter un peu la semaine et donne des affaires à la semaine, on a le droit de le prendre. Ah bah non, il faut la prendre et la flageoler. Mais non, mais c'est-à-dire il faut... Je ne vais pas lui prendre parce qu'après, si demain elle regrette, elle n'aura plus ses habits. Il faut l'encourager. Si c'est sûr qu'elle les jette,
Alors, mais il ne faudrait pas arriver à cette situation. On ne peut pas voir quelqu'un qui dit bah, écoute, je vais me suicider, les traotes, laisse-moi, tu me laisses faire ce que je veux. On est dans un pays démocratique, on est libre, chacun fait ce qu'il veut, je me suicide. Attends, tu vas lui mettre une claque, tu te rends compte, tu vas te suicider, trucs, tu vas pas l'allaiter, n'est-ce pas? Ou un enfant, tu dis non, moi j'ai envie de manger du chocolat, j'ai acheté du chocolat, une fois tu as des promotions à Zol ou Begadol, la tablette de chocolat elle coûte 30 agourotes. L'enfant il a gagné 3 shekels pour son anniversaire, il va acheter 25 tablettes, il va commencer à se les enfiler. Tu vois, non mais tu comprends, il faut laisser un enfant, il doit comprendre de lui-même. Mais non, tu dis, si tu manges, tu me mets une claque, d'accord? Quand tu sais que une personne est dans un danger, tu ne le laisses pas dans son danger, tu ne dis pas non mais tu comprends, il faut tout faire pour le sauver. C'est un danger, il peut faire une crise de foi, c'est un vrai danger. Donc il ne faut pas arriver à cette situation. Mais s'il a jeté, oui on peut le récupérer. Ok, oui. J'avais dit qu'il ne faut pas, on a besoin d'embrasser le pain, mais il y en a plein, un peu perfect, ils embrassent pas 3 fois. Non, alors il faut savoir que Shulchan Aruch nous dit que, vous savez, il y a écrit dans Shulchan Aruch qu'à la fin, les lois de Birkat Hamazon, les lois du repas, il y a écrit qu'il faut qu'il y ait du pain à table quand on fait Birkat Hamazon. Vous savez ça? Il faut qu'il reste du pain à table. Tu n'es pas obligé d'en rester spécialement. C'est-à-dire que ne débarrasse pas le pain qui est à table avant de faire Birkat Hamazon, laisse-le. Non, la fin nous dit qu'est-ce qui se passe si ta femme, c'est la femme de Lucky Luke, c'est-à-dire quoi? Elle nettoie plus vite que son ombre. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps de te tourner des fois. Je suis à la maison, j'ai sorti des livres. Je me suis tourné pour aller amener un verre d'eau. Je reviens, plus de livres, je suis mis sur les livres. Ma femme, elle vient un peu vite, elle est. Moi, je me mets 2 minutes. Je suis en train de. D'accord, elle va nettoyer plus vite que son ombre. Donc, si maintenant, avant de faire Birkat, quelqu'un a déjà débarrassé la table, il y a écrit dans la Chaf, il ne faut pas ramener le pain. Pourquoi? Parce qu'après, ça a l'air d'être travaux d'Azara. Là, ça devient trop. C'est vrai que la bracha, elle s'applique, elle s'installe sur les restes de nourriture, donc c'est bien qu'il reste ici. Mais si ça a déjà été enlevé, il ne faut pas les ramener. D'accord? Parce que comme on dit en yiddish, psalet. Vous savez c'est quoi psalet? Psalet, vous savez pas c'est quoi psalet? Personne ne sait c'est quoi là? Voilà. D'accord? Personne ne sait à votre taille? Ah voilà. Et après c'est trop. Il ne faut pas en faire tout un plat de la nourriture ou du pain, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus devenir fou. D'accord? Non, la kippa, il n'y a pas de gdoucha dans une kippa. Kippa, il n'y a pas de gdoucha. Moi, quand je dis le nom d'Akadosh Baruch Hu, je dois me rappeler qu'il y a Hachem sur moi. Alors, je dois avoir une kippa. C'est que selon la stricte halakha, la kippa, on doit la porter qu'au Beit HaMidrash ou quand on fait une bracha. Mais quand on marche dans la rue, c'est pas une obligation absolue selon Shulchan Aruch. Le Rav Messas, Rabbi Shalom Messas, il dit non, c'est une obligation absolue, c'est une marloquette, comment la halakha. Comme on est mahmir, tout le monde est mahmir, t'as pas le droit. Et si une personne ne marche pas dans un kippa dans la rue, elle a une chazaka qu'elle n'a pas d'Irat Shamaim. Une chazaka qu'elle est au vert d'Averot aussi, parce qu'elle veut dire fait ce qu'elle veut. Alors, si tu habites à Paris, que tu as pris le métro à 23h et qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes, bien sûr, ne mets pas d'akippa, tu vas te faire bracha harona, d'accord? Mais si tu es dans un endroit dans lequel il n'y a pas de danger, ou tu es en Israël, tu n'as pas de kippa, c'est le signe d'un manque d'Irat Shamaim. Selon la stricte loi, il n'y a pas d'obligation de garder la kippa si ce n'est un endroit où tu vas faire une bracha, où tu vas étudier la Torah, où tu rentres au Beit HaMidrash ou au Beit HaKnesset. Mais comme une personne qui est au Ved Hashem, elle doit toujours penser à Hashem, donc en fait, on doit toujours avoir la kippa, finalement. Vous avez compris? Mettre la kippa, c'est seulement quand tu fais une mitzvah. Mais comme grâce à Dieu, on essaie de toujours faire des mitzvot, donc quand tu prends le bus, tu parles à Hashem, t'attends le bus, tu lèves le verre Kadosh Baruch Hu, tu fais des Tehillim, tu demandes à Hashem de te permettre d'être snoura, que les garçons ne te regardent pas, tu parles comme ça à Kadosh Baruch Hu toute la journée, n'est-ce pas? Eh bien, comme tu es tout le temps en Kesher avec Hashem, donc tu as besoin d'avoir une kippa sur la tête. Mais au Bekitour, la kippa, c'est pas Kadosh. La kippa, tu peux mettre même des kippas d'arabe si tu veux. D'accord? Tu peux mettre des kippas d'arabe, vous connaissez les kippas d'arabe? C'est des kippas blanches comme ça, avec plein de trous comme ça au milieu. Kippa d'extrémiste. On dirait une kippa un peu Breslev, mais avec des trous dedans, vous avez jamais vu? Bon, Bekitour. Donc, faut pas l'embrasser la kippa. Non, je vous ai dit, donc je vous ai expliqué. Au contraire, c'est psalette. Je vous ai dit, il faut pas. C'est-à-dire, il faut pas non plus. Il faut pas lui aduler le pain. C'est juste qu'on doit. Vous avez compris, il y a une différence entre respecter, trop respecter, aduler, et manquer de respect. D'accord? Donc, on n'a pas le droit de manquer de respect au pain, c'est vrai. Pas le droit de l'écraser, c'est vrai. Mais après, quand mais quand même quand il tombe, pourquoi on le ramasse pas? Parce qu'on l'adore. Parce qu'on ne veut pas que les autres l'écrasent. Et comme on a dit, Chas Shalom, il y a l'ange de la pauvreté qui peut les redof autour de Chas Shalom. Donc on l'écarte
de manière à ce qu'il ne soit pas, qu'on ne manque pas de respect du pain. Ça oui, on est obligé de le faire. Vous avez compris la différence? Donc embrasser le pain, il n'y a pas besoin. Alors, c'est vrai, à la fin du Birkat, vous me dites ça, c'est vrai que mon grand-père il faisait ça. On embrasse comme ça, c'est ce que vous dites? On embrasse le pain. C'est pas, on commence pas à... Hein? Quoi? Comme ça? À la fin du Birkat? Dorénavant, après le Birkat, on fait tous. D'accord? Il faut prendre des chumrot sur nous. Top. Quoi qu'il en soit, c'est pas nécessaire dans cette part, c'est juste une fois de plus qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner. On demande à Hachem que ce qui reste du pain, ce qui reste de la nourriture, ça nous amène la bracha. Ça oui, on peut demander à Hachem. Comme il est écrit dans le Birkat Amazon, c'est ce qu'on dit que le pain que Dieu nous a donné, ça nous amène la bracha et qu'on puisse le manger en bonne santé. Donc Rabotai, on a dit quoi? Donc il n'y a pas de baltachrit. Pourquoi? Parce qu'en jetant ce pain, tu accomplis la volonté des Chachamim, la volonté de nos sages, donc il n'y a pas de problème de baltachrit. Qu'est-ce qui se passe si en arrivant à Exteba, donc une ville dans laquelle tu peux te procurer du pain juif, les boulangers sont fermés? Donc tu as pris de Bordeaux de Marseille, pardon, Exteba, tu as pris le train de 18h, tu arrives à Exteba, ça y est, à 18h30, ils ont fermé leurs portes. Est-ce que tu peux continuer à manger le pain que tu t'es procuré dans la ville dans laquelle il n'y avait pas de boulanger juif jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'ouverture des portes ou pas? Vous êtes sûr? Oui. Permis. Pourquoi c'est permis? Parce que je l'ai acheté BET. Je suis arrivé dans une ville dans laquelle j'aurais pu me procurer du pain de juif, mais finalement, il est fermé. Je crois qu'en France, lundi, c'est fermé les boulangeries, non? Non. Ah, c'est bon. Bon, en tout cas, tu es arrivé un lundi de... C'était quoi le 1er mai? C'était le... La fête du muguet, non? Ah, mais 6. C'est quand la fête du muguet? Ah, le 8 mai? Bon, en tout cas, tu arrives, Bekitsour, tu arrives dans la ville, manque de peau, c'est fermé. En France, toutes les 2 semaines, ils font une nouvelle truc pour fermer les magasins. Donc tu arrives, c'est fermé, tu ne peux pas t'acheter du pain. Donc ça reste encore permis. Ton pain que tu as acheté, Béter, il reste encore moutard. C'est clair, Rotaï? Donc tout ce que je viens de voir, Rotaï, c'est dans le cas où tu te déplaces, tu es en plein déplacement. Tu es déjà en train de te déplacer. Maintenant, comment on doit se comporter à Rotaï si maintenant tu es dans ta ville? Tu n'es pas en déplacement, et que dans ta ville, il n'y a pas de pain juif. D'accord? Quand je l'ai dit, je le répète, et je le répéterai jamais assez, tout ce chapitre-là, il s'agit d'un pain dans lequel tous les ingrédients sont parfaitement cachers. Il n'y a aucun problème de cache-route. Sinon, tu dois faire des milliers de kilomètres pour t'acheter de pain. Retiens-toi, fais des régimes, t'as qu'à perdre 35 kilos jusqu'à que tu trouves du pain. Tant pis, il n'y a pas de pain, tu peux pas. Tu peux pas manger du pain en disant ouais mais c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Toi tu dois dans ce cas-là te retenir. S'il y a un doute quelconque sur un des ingrédients, c'est pour ça que un des rôles du rêve de la communauté, c'est d'aller voir à la boulangerie, de vérifier que tous les ingrédients sont parfaitement cachers. Dans le cas où il n'y a pas de pain avec une cache-route, alors au moins vérifier que tous les ingrédients sont parfaitement permis. Tous les pains sont cachers? Non, pas tous. Il y a des pains qui ne sont pas cachers avec du saindoux, il y a toutes sortes de pains avec toutes sortes de milchifiants, il y a toutes sortes de pains avec, surtout à notre époque, qui rajoutent tellement de choses qu'il faut vérifier. On ne peut pas s'appuyer sur en disant que tout est permis, c'est pas possible. Donc on va dire, on a vu jusqu'à présent donc la distance à parcourir quand tu es déjà en déplacement. Maintenant on va voir tout de suite, Rabotai, la distance à parcourir quand tu n'es pas en déplacement, tu es chez toi à la maison. Tu es chez toi à la maison et que tu veux te procurer du pain de production juive. Combien de temps tu dois attendre, combien de déplacements, combien de frais tu dois investir pour pouvoir te procurer du production de juifs? C'est clair, Rabotai, la question? Oui? C'est clair pour tout le monde ou... Je répète la question? Je répète. Jusqu'à présent, on a vu le cas en cas de déplacement. Donc tu es déjà en déplacement, combien de temps tu dois attendre? On a fait la différence entre la direction dans laquelle tu te diriges ou bien faire un détour de ton chemin pour pouvoir revenir dans ta direction, dans le cas où tu es déjà en déplacement. Maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, quelle est la distance à parcourir pour se procurer du pain de production juive quand tu es dans ta ville, chez toi à la maison? Combien tu dois te déplacer pour aller trouver une boulangerie juive? Alors, à Botaï, Chachamim disent comme ça. Si il existe une boulangerie juive à une distance équivalente à 18 minutes de l'endroit dans lequel tu habites, eh bien tu n'auras pas le droit de te consommer du pain de production non juif. Je répète, si dans la ville dans laquelle tu habites, tu peux te procurer du pain de production juive,
à moins de 18 minutes, tu es obligé d'y aller. On a dit une fois de plus, chacun en fonction de son moyen de locomotion. Si vous marchez tout le temps à pied, vous allez à pied. Si vous êtes tout le temps en vélo, il faut calculer en vélo. Si vous êtes toujours en voiture, toujours en voiture. Donc à Botaï, si tu peux te procurer du pain à moins de 18 minutes de ton lieu d'habitation, tu es obligé de te déplacer pour pouvoir te procurer du pain de production juive. D'accord? Si maintenant, toi, en général, tu es à pied, est-ce que tu devras payer des moyens de transport en commun pour pouvoir arriver à ce pain? Ou bien non? Comme tous tes déplacements, tu les fais à pied, quoi qu'il arrive, eh bien, est-ce qu'on devra t'obliger à prendre le train ou le métro pour pouvoir avoir ce pain? La halakha nous dit non. On n'aura pas besoin d'occasionner des dépenses supplémentaires pour pouvoir acquérir le pain. C'est-à-dire que quoi? Que le déplacement serait évalué à pied, donc c'était une bonne question ce que vous avez dit. Donc le déplacement dans ce cas-là, la distance sera évaluée par un déplacement à pied. Et comme j'ai dit, si une personne elle utilise la voiture à tout bout de champ, c'est-à-dire chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle ne va jamais marcher à pied. Vous en connaissez des comme ça? C'est pas possible, ça existe pas des gens comme ça, ils utilisent. Ah non. Non, mais si le magasin, elle a un magasin en voiture, il va pas prendre la voiture. Ah non. Ah non, il y en a quand ils sont. C'est pire que la cigarette. Bah oui. Ah, là, je vous dis, il y en a, c'est pire que la cigarette. Ils ne peuvent pas marcher un pas à pied. Et d'ailleurs, comment on les reconnaît, ces hommes-là? Ils commencent à avoir des gros ventres. En général, c'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout de sport. C'est pas du tout bon pour la santé. Jamais tu marches. Le Rambam, il dit, tu es obligé de faire tout le temps du sport. Alors, on va dire SF, ici Arnof. Il marchait, il avait, je sais pas, 75 ans, 80 ans. Il marchait. Tous les soirs, pendant une demi-heure, comme ça, il faisait tout le tour de Arnof. Et les gens, ils marchaient comme ça, ils posaient des questions, ils étaient. D'accord? Et comme ça, tous les jours, parce que c'est important. Le Rav Vosner, qui est là-bas, il faisait jusqu'à l'âge de 95 ans, je crois, il faisait de la piscine. Imaginez-vous, 95 ans, il fait de la piscine. Jusqu'à 95 ans, près de 95 ans à 100 ans, il ne pouvait plus faire de piscine, il faisait au moins une marche. D'accord? C'est important pour la santé de préserver une bonne santé. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, sachez qu'il y a des gens qui marchent qu'en voiture. D'accord? C'est paradoxal ce que je dis. C'est-à-dire c'est impensable pour eux de marcher à pied, c'est pas possible. Mais non, vous avez raison, s'il faut juste traverser la route et que ma voiture elle se trouve au parking quand j'y aille, et puis bon, ben non, ils ne sont pas handicapés non plus. Mais il y a des gens, dès qu'il faut faire, on va dire, vous savez quoi? Dès qu'il faut faire une distance supérieure à 5 minutes, ils prennent pas la voiture, ils prennent obligatoirement la voiture. D'accord? Et je pense que la plupart des gens, enfin je sais pas en fait, je crois que c'est propre à chacun. D'accord? Il y a des gens, ils calculent pas. D'accord? Surtout quand ils travaillent dans une société et que là, ils ont une voiture de fonction avec l'essence de fonction, donc ils calculent. Il y a des gens peut-être qui calculent plus quand ils ont des dépenses à faire, ils disent ah non, ça me prend trop d'essence, parce que c'est vrai, le fait d'allumer la voiture et la fermer, ça prend beaucoup plus d'essence que de faire des distances. Parce que tu brûles de l'essence en faisant ça. Comme laisser des néons allumés, si tu sais que tu reviens dans une heure, laisse-les allumer. Pourquoi? Parce que d'ici une heure, le fait d'allumer et de réteindre, le starter il prend plus d'électricité que le fait de rester allumé pendant une demi-heure, je crois, ou une heure. D'accord, maintenant si tu vas le matin et que tu reviens le soir, non, bah éteins-le, quand on revient le soir, tu l'éteindras, tu le rallumeras. Donc je répète, si les déplacements en voiture ne sont pas comptés et que on a l'habitude de toujours se déplacer en voiture, dans ce cas-là, eh bien on calculera 18 minutes en fonction de ton déplacement en voiture. Si par contre tes déplacements en voiture sont oui calculés et que la personne elle commence à calculer des dépenses d'essence, eh bien dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de se déplacer en voiture, on calculera en fonction d'un déplacement à pied. Donc combien de temps à Botaï? C'est, on a dit 18 minutes. C'est clair à Botaï? Chachamim nous disent que quand on dit 18 minutes, donc c'est l'aller, plus 10 minutes de retour. Donc c'est-à-dire qu'à 36 minutes aller-retour, et jusqu'à 38 minutes, tu vas faire quand même aller-retour. C'est quand même beaucoup, non? Par contre, c'est-à-dire que tous les matins, si tu as une boulangerie, manque de chance, à 35 minutes de chez toi, tu as une boulangerie, aller-retour, tu es obligé d'aller et de revenir tous les matins. Bah, dans ce cas-là, achète-en plusieurs, mets au congélateur et arrange-toi en fonction. D'accord, Botaï? Qu'est-ce qui se passe si moi j'habite dans une région dans laquelle il n'y a pas... C'est-à-dire qu'à Sarcelles, en fait, c'est intéressant parce qu'à Sarcelles, il n'y a pas des boulangeries juives à tous les coins de rue, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, mais pas tous les rues. Je crois qu'il y avait... Non, mais pas... Il y en a combien en tout? Il y en a 3? 4? 4. Sarcelles, c'est grand.
Imagine quand tu habites tout en bas de la rue Paul Valéry là-bas, tout en bas, tout en bas. Et s'il y a des bouchons? Non, 18 minutes selon un déplacement normal. Déplacement normal. Et dans le cas où il n'y a pas de bouchon, il faudra calculer une fois pour tout, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire le calcul tous les jours. Pas besoin de rentrer dans Waze tous les jours, est-ce que j'ai plus 18 minutes? Non. Si on sait qu'il y a des bouchons, on a le droit d'acheter à côté de chez nous. C'est-à-dire que ça prendra, et que vous savez, vous faites quoi? Tous vos déplacements en voiture, bah, dans ce cas-là, on aura de côté à côté. Qu'est-ce qui se passe, Rabotaï, si maintenant, moi, j'habite dans une ville dans laquelle il n'y a pas de boulangerie juive? D'accord? Et donc, j'ai l'habitude d'acheter du pain de production non juive. Et que maintenant, samedi soir, je désire acheter du pain. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Samedi soir, vous désirez acheter du pain d'une boulangerie non juive. Donc, vous habitez dans un quartier dans lequel vous mangez toute l'année du boulangerie non juive. Est-ce que le samedi soir aussi, vous aurez le droit de vous en procurer ou pas? Qu'est-ce qu'il y a samedi soir d'après vous? Ils ont travaillé pendant le Shabbat. Est-ce qu'on aura le droit d'acheter du pain qui a été fabriqué pendant le Shabbat? Ou dimanche matin, première heure, quand vous faites le jogging, d'accord, le jogging, et vous achetez à 5h du matin votre baguette. On va dire c'est sûr qu'ils l'ont fabriqué pendant le Shabbat. Est-ce que vous avez le droit de procurer ce pain ou pas? C'est ça la question. Est-ce que c'est comme un jour de Shabbat? Bonne question, bien. Voilà, Chazak. Le gars, il a le droit de travailler Shabbat, c'est pas de problème. Lui, il a le droit. Si effectivement, ce gars-là, il habite à Armentières, et que des juifs là-bas, il n'y a pas de goy. D'accord. Donc effectivement, le goy, il va travailler que pour le compte d'un goy. D'un juif, là, c'est différent. C'est comme si c'était son chaliard. C'est comme s'il avait fait spécialement pour lui. Mais si maintenant il habite dans une ville dans laquelle il y a des juifs et des goyim, et qui travaille le Shabbat, ben, qu'il a qu'à travailler Shabbat, moi ça ne me concerne pas. Il a le droit de travailler Shabbat, lui. Et moi j'ai le droit, mon Shabbat, de venir et de lui acheter son pain sans aucun problème. D'accord? C'est-à-dire que l'interdiction, mon Shabbat, c'est seulement quand un goy il le fait pour moi spécifiquement. Donc c'est comme mon chaliard, comme mon envoyé, mon chaliard. D'accord? Dans ce cas, c'est interdit. Mais quand il le fait quoi qu'il arrive, j'ai pas de problème de manger le pain qui a été fabriqué pendant Shabbat. Tout ce qu'on a dit à Botaï, qu'on a le droit de manger du pain de production juive, on finit maintenant ce chapitre, c'est selon la stricte loi, selon Shulchan Aruch. Le Harizal, Rav Yitzhak Luria, était mahmir de ne pas manger le pain d'un goy, même quand on a un safek. Même quand on a un safek, est-ce que c'est le goy qui a fait, est-ce qu'il n'a pas fait, c'est lui qui travaille là-bas, est-ce que je suis en déplacement à plus de 72 minutes, plus de 18 minutes, j'ai un safek, même en cas de safek des Rabbanan, le Harizal nous dit qu'il convient de s'abstenir. Pourquoi? Pour rappeler, on a dit quand il est en chemin, et qu'il reste plus de 72 minutes, on sait qu'il n'y aura pas de pain de juif. Donc on peut dorénavant manger le pain de goy. Mais on a dit que si c'est un doute, 72 minutes, 75 minutes, on ne sait pas exactement. À peu près une heure, on peut trouver, mais on ne sait pas exactement. On a dit que ça fait que des rabbanan et que là c'est bon, on peut le manger. Bien là, tout ce qu'on dit, c'est sur la stricte loi. Les filles Ikaradin. Mais le Harizal nous dit qu'il convient de s'abstenir totalement de manger du pain de goy. Pourquoi? Parce que il peut avoir beaucoup de takalotes, beaucoup d'erreurs, et puis finalement, ça va installer entre le juif et le goy un lien, et donc il risque d'arriver finalement, il risque d'arriver au mariage mixte et à toutes sortes de mélanges. Donc le Harizal lui-même était mahmir. Mais il faut savoir, écoutez bien, une halakha qui est fulgurante, le Zifrei Tzedek. C'est écrit, le Zifrei Tzedek, c'est le maître du Ben Ishraï. Il s'appelait Rav Abdallah Somer. Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Dieu. Abdallah. Ouais. Eved Allah. D'accord? Allah Wakbar, ils disent Dieu est grand. Abdallah, donc le Eved de Dieu, donc comme on dit Ovadia, en ivrite ça fait Ovadia. Abdallah Somer. Somer, c'était son nom de famille. C'était un très grand Rav Kadosh, le maître du Ben Ishraï. Et il dit, le Rav Abdallah Somer, il a écrit un livre qui s'appelle Zifrei Tzedek. Il dit comme ça. Il dit que même acheter du pain d'un boulanger juif, s'il n'a pas une connaissance parfaite de toutes les lois relatives au pain, parce qu'il y en a plein des halachot, tu dois faire les halachot quoi, de Afrashat Chala. Tu dois faire très attention
qu'il n'y ait pas de mélange. Que dans ta boulangerie, tu vends ou que du halavi ou que du bassari, qu'il n'y ait pas de mélange. Ou que même entre bassari et des fois, tu as une boulangerie halavi et tu vas acheter du pain parvé. Mais peut-être que le pain parvé, il est rentré en contact. Il suffit que tu avais les mains un peu souillées de beurre pour que tout le pain devienne halavi. Donc, il nous dit le Rav Abdel Somar que même du pain de juif, s'il ne connaît pas les halachot parfaitement, il y a beaucoup d'halachot qui sont impliqués dans la fabrication du pain, il dit à Somar, on devra s'abstenir de le manger. Donc il faudra instaurer une équipe de Talmidei Chachamim, d'érudits, pour répondre et pour s'occuper de différents problèmes de cacheroute. Et imagine-toi, le Rav Abdel Somar, il te dit que même du pain de juif, s'il ne connaît pas la halachot, tu dois t'en abstenir. Alors pour forte raison, le pain d'un goy. Donc, en conclusion, à Botaï, même le pain d'un juif, d'un goy qu'on pourrait consommer dans les villes dans lesquelles on ne peut pas se procurer du pain de juif, malgré tout, il y a lieu de se montrer rigoureux, comme ça faisait donc le Ben Ishraï, le Harizal, le Zifre Tzedek. Et donc, si on peut, je répète, si on peut, surtout à notre époque, vous savez, vous achetez maintenant des pains comme ça en carré, c'est du pain de mie, et tu le mets au congélateur, il sort super bon, tu le mets auprès au micro-ondes ou au petit four, au petit toaster, comme ça, on dirait qu'il vient de sortir du four. Il vient de sortir du four vraiment, mais on dirait qu'il vient de sortir de l'usine. Donc, si on peut à vos tailles, il y a lieu de se montrer plus rigoureux. Tu vas me dire, mais c'est quoi les problèmes qu'il y a dans du pain? C'est pas vrai, ils exagèrent ces rabbins quand même. Dites-moi quel problème on peut avoir dans du pain à vos tailles. Je viens de vous dire que même du pain juif, s'il ne connaît pas toute la halakha, il vaut mieux s'en abstenir. De quel problème il s'agit? Donc le prélèvement de la chala, ok. Vous savez que c'est pas évident, il y a plein d'halakhot. Ok, mais le gars, il prélève pas, ouais. Lui, il prélève pas, hein, mais je parle d'un juif, c'est pour ça. Mais quand on a dit le gars. Non, vous avez raison. Je suis en train de vous dire que même le pain d'un juif, il faut s'en abstenir s'il ne connaît pas toute la halakha. Le pain, effectivement, chez Goy, il n'y a pas ce problème. Il y a d'autres problèmes. Les autres problèmes, c'est qu'il n'est pas Néhéman. Il n'a pas de crédibilité. Et puis dans son magasin, dans sa boulangerie, ils vendent toutes sortes de produits qui sont pour pas manger. Il peut faire des mélanges, il peut faire n'importe quoi. Il y a quoi d'autre comme problème, Rabotaï? Avoir les mains propres. Ouais, ça va dire ça fait partie de Bassar et Khalav et de les œufs, il y a fait méhod, vérifier le sang. Quoi d'autre? Quoi? La farine, il y a fait méhod. Qu'est-ce qu'il y a dans la farine? C'est remplir Rabotaï de Tolaïm. Vous savez qu'une farine qui n'est pas tamisée, si elle est mal conservée, je répète, si elle est mal conservée, ça peut donner naissance, ça peut pulluler de vers, d'œufs, de petits œufs. Comme ça, de verre, il peut en avoir plein, on ne se rend même pas compte combien il peut en avoir. Comme ils ne tamisent pas la farine et qu'ils ne font pas attention à toutes les lois des insectes, il y a plein de problèmes. Enfin, c'est quoi le troisième problème? Ça, c'est sûr que vous ne la connaissez pas, cette halakha, parce qu'en France, elle ne s'applique pas. Au Canada, il y en a qui sont partis au Canada ici. Oui? Non, il y a des goyim qui sortent, il y a des Ouais, simplement, pour eux, c'est pas considéré. Même le ministère de l'Hygiène, ils sont très rigoureux. Mais même pour eux, c'est pas considéré comme étant. On n'a pas les mêmes critères, tout simplement. Pas les mêmes critères parce que pour eux, quand c'est minuscule, c'est pas considéré comme un insecte. Sinon, même boire de l'eau, vous savez que même dans ça, il peut y avoir des haïdakim, comme on dit, même dans l'air, il peut y avoir des haïdakim, des microbes. Même les microbes, ça peut, si on les laisse pulluler, ça peut, dans certaines conditions climatiques, ça peut donner naissance à des petits vers, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'aussi, ils font attention à l'hygiène. Simplement, je répète que les critères d'hygiène et les critères d'halakha ils n'ont pas la même khumra, ils n'ont pas la même rigueur. C'est quoi le troisième point? Quelqu'un est déjà parti au Canada ici? Ou aux États-Unis? Ben, c'est le problème de Afrashat Chala, le problème des tolaïm, des insectes, d'accord, les œufs. Et le quatrième problème, ça s'appelle Khadash. Vous avez entendu parler de Khadash? Alors aux États-Unis, ils vivent, vous savez, en France, il y a la liste, n'est-ce pas, la liste de France, la liste du Conseil d'Histoire. Quand tu vas au supermarché, tu vas avoir cette liste pour savoir si l'huile elle est bonne, si tel produit ou telle boîte de conserve. Aux États-Unis, c'est la même chose avec quoi? Avec le pain. Le pain, les gâteaux, la farine. Pourquoi? Parce que là-bas, la farine, elle pousse avant Pessah. Là-bas, les conditions climatiques sont telles que la farine est déjà poussée avant Pessah. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce qui est poussé avant Pessah, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de le manger tant que on n'a pas été makriv le Homer, tant qu'on n'a pas passé le 16 Nissan, donc après Pessah, on peut le manger. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes de Khadash, énormément de problèmes. En France et dans toute l'Europe, en Israël, on n'a pas ce problème parce que
le Yévoul, la récolte, elle vient qu'après Pessah, donc il n'y a pas de problème. Bon, Hachem, on a été sauvés. Mais aux États-Unis, c'est un gros problème. Hadash. Donc, si vous achetez maintenant du pain, même s'il y a écrit Kasher dessus, mais qu'ils ne connaissent pas tous les lois de Hadash, il y en a énormément de problèmes d'Alakha. C'est pour ça que même quand c'est un juif qui le fait, il faut qu'il soit au courant de tout, et il faut qu'il devienne rabbin, quoi. Et qu'il tourne, si ton boulanger, il n'a pas le costume du rabbin, on dit que tu peux acheter chez lui. C'est exagère, mais je veux dire juste pour comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, la plus forte raison, quand c'est un goy qui vend le pain, qu'il faudrait être encore plus vigilant. Pour finir vos tailles, je finis par un avertissement, je l'ai dit, je l'ai répété, et je finis avec ça. Tout le chapitre qu'on vient de voir ensemble ne parle que du pain, sur lequel on n'a aucun doute sur la présence d'un ingrédient interdit. D'accord? Il faut savoir qu'il y a certains poskim, certains décisionnaires qui disent si le boulanger, il propose aussi d'autres produits avec des graisses animales, il y en a plein, on est d'accord? Le produit avec des graisses animales, vous savez que même dans le pain, vous avez demandé quel pain est kasher, il y a le pain moulé, d'accord? C'est avec du sindou. Le sindou, c'est une huile taref, c'est une huile animale. Donc on nous dit, certains poskim, que si dans la même boulangerie, on vend aussi des aliments qui sont composés de graisse animale, on a le droit de manger aucun produit qui sort de cette boulangerie. Pourquoi? Comment tu peux faire attention que de l'huile ne se transmette pas d'un pain à l'autre, d'un aliment à l'autre? C'est, une fois de plus, une boulangerie à haute taille, il y a beaucoup de pression. Il se réveille à 5h du matin, il va faire en sorte qu'à 6h30, 7h, il y a déjà des centaines de baguettes. Si maintenant tu leur dis fais attention, reste avec ton sindou de tel côté, éloigne-toi, et il n'y a pas de personne qui vérifie, eh bien il faut savoir que selon ces poskim, c'est impossible même de manger du pain kasher qui est vendu dans cette même boulangerie. D'accord? Une fois de plus, on est d'accord que la graisse, ça se transmet très facilement. En plus, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur. D'accord? C'est pas comme du curcuma, tu vas tout de suite reconnaître, ou de la viande, tu vas reconnaître la présence. Quand c'est de la graisse animale, c'est très difficile de s'en écarter. Ça peut se trouver sur les plans de travail, ça peut se trouver sur les plaques de four. D'accord? Il y a énormément de circonstances dans lesquelles, eh bien, la transmission de graisse peut se faire sans qu'on le veuille. D'accord? Donc ça veut dire que selon ces poskim en bouteille, si ils vendent des produits taref dans la même boulangerie, tu peux rien acheter. Il y a d'autres poskim qui disent non, c'est un safek. Il n'y a pas de certitude. En général, on fait attention. Il n'y a pas de mélange. Comme on a dit tout à l'heure, Judith, il y a des ministères de l'hygiène qui sont quand même rigoureux. Quoique quand c'est des artisans, quand c'est dans les supermarchés à Franprix, à G20, des choses comme ça qui font des baguettes, oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a des mesures qui sont bien tenues, il y a des règles. Mais quand c'est dans un artisan, un petit arabe, il fait comme ça son pain, il fait ce qu'il veut, on est d'accord, personne ne va dire quoi faire. Qui va lui vérifier les ingrédients du pain, d'après vous? Personne, il fait ce qu'il veut. Alors, grâce à Dieu, les Arabes, ils ne mangent pas du porc. Il y a d'autres viandes, il y a d'autres graisses, il y a d'autres aliments qu'ils consomment, que nous ne consommons pas, bien entendu. Eux, ils peuvent manger chez nous, mais nous, on ne peut pas manger chez eux. D'accord? Donc, la bataille, comme il y a un doute, dans ce genre de boulangerie, eh bien, certains décisionnaires préconisent de se montrer rigoureux. Mais il y a la majorité des décisionnaires en Europe, en bataille, comme ça nous dit le Maïm Rabim. Shoot Maïm Rabim, il écrit que la majorité des décisionnaires en Europe, eh bien, ils se montraient rigoureux de ne pas consommer le pain qui a été fabriqué par un goy à partir du moment où dans cette même boulangerie, ils vendent aussi des produits à base de graisse animale. Une fois de plus, en bataille, imaginez-vous les plaques. Si je te dis qu'il y a des plaques sur lesquelles tu mets la graisse, d'autres non. Mais qui va m'assurer qu'il n'y a pas eu de mélange, que ça ne s'est pas trompé? Déjà nous, à la cuisine, je ne sais pas vous comment ça se passe, mais nous, je suis rabbin, je suis marin d'eau douce, et quand je mets les enfants qui arrivent, ils vont prendre une poêle, ils vont se tromper, il faut la cachériser, il faut la mettre de côté. Ça vous arrive jamais des trucs comme ça? Ça arrive ou pas? Ou de prendre une cuillère, tu t'es trompé, combien on m'appelle? Obedin, Obedora, oui, je me suis trompé, là, voilà, encore ce vendredi, 3 personnes. Pour le même genre de questions. Ou bien avec les plaques, tu t'es trompé, ou bien avec la marmite, ou bien avec la cuillère de bassari, tu as touillé un plat halabi. Combien de questions on a? Alors, plus forte raison quand c'est des goïms qui le font. Il y a plein de questions. Simplement, chez les juifs, il y a des gens pour répondre à la chouette là. Chez les goïms, ils ne se posent même pas la question. C'est pourquoi, à Botaï, eh bien, beaucoup de poskim sont mahmirim. Et si par contre,
le pain, il est cuit consécutivement, pas en même temps avec le pain taref ou avec les viennoiseries qui ne sont pas cachées, mais ils sont cuits consécutivement, d'accord, et qu'on a utilisé des plaques distinctes, parce que c'est vrai que pour le pain, par exemple, le pain moulé, je sais pas, vous avez déjà vu à quoi ça ressemble le pain moulé? Quand tu prends la baguette, tu la retournes, ça existe encore le pain moulé ou pas? Non? Le pain moulé, c'est du pain, mais il y a de la graisse en tout, c'est très très doux comme ça, c'est très très bon, c'est un peu gras. Ou bien le pain, ça existe la baguette italienne, comment ça s'appelle? Le pain italien? Ça existe. Ou bien il y a quoi d'autre comme pain? Traditionnel. Ficelle. J'avais oublié celle-là. C'est le nom de mon petit chien, ça, il s'appelle Ficelle. Top, quoi qu'il arrive au taille, eh bien, si par contre on a utilisé des plaques distinctes et que on les a cuits consécutivement dans le four pas en même temps, dans ce cas-là, il est peu probable qu'il y ait des graisses ou des éclaboussures parce qu'une fois de plus, le pain, c'est quelque chose, c'est un élément qui est sec, donc il y a peu de chances qu'il y ait des éclaboussures et que, en général, même s'il y a quelque chose qui s'est éclaboussé, eh bien, les plaques sont encore brûlantes, donc elles ont brûlé les éclaboussures éventuelles, d'accord? Et donc, il y a lieu, en cas de nécessité, de le tolérer. D'accord? Je ne dis pas qu'on est obligé d'acheter du pain chez les juifs si on est dans une ville dans laquelle il n'y en a pas. C'est grandement recommandé. D'accord? On a dit à Rabotai que tout ce qu'on vient de dire, donc tous les doutes qu'on a eu maintenant, c'est plus pour du pain qui est artisanal, mais quand il s'agit du pain à l'échelle industrielle, il y a moins, c'est pas impossible, mais il y a moins de chances qu'il y ait des échanges de graisse animale. D'accord, Rabotai? D'autant plus que, comme a dit Judith, il y a des mesures d'hygiène. Donc, grâce à tous ces critères, il y a lieu de tolérer du pain de production non juif dans les villes dans lesquelles on ne peut pas se procurer du pain de production juive. Et donc, Rabotai, c'est la raison pour laquelle les rabbanim, les responsables de comité, ils ont une grande responsabilité sur leurs épaules de vérifier les fours pour être sûr que c'est des fours qui soient chez leur thermique, qui brûlent au cas où il y a des éclaboussures, qu'ils soient sûrs qu'il n'y ait pas de graisse animale dans ce restaurant, dans cette boulangerie, qu'il n'y ait pas d'autres produits qui sont mélangés. D'accord? Et ça, c'est la responsabilité des chefs de communauté, des rabbanim, des chaliards, des gens qui sont sur place pour pouvoir faire le nécessaire. Vous ne pouvez pas le faire. Même moi, je ne peux pas le faire. Ils ne laissent pas rentrer comme ça dans toutes les cuisines. Ils voient des barbus, ils vont nous faire des problèmes, cela c'est sûr. Ils vont nous trouver des problèmes même quand il n'y en a pas. Ils sont très vigilants. Quand c'est le chef d'une communauté, il habite sur place depuis 30 ans. Il dit, écoute, on a pris ça à la route maintenant. Sache que si tu ne me laisses pas vérifier tous les produits, le four, et tu ne me laisses pas fourrer mon nez dans ta cuisine, sache qu'il n'y aura plus de juifs qui vont acheter. Là, il a une perte. Il dit, ok, alors fais-le. Il faut se dire que ça fait partie, ça incombe au chef de communauté de vérifier en dehors de vérifier les composantes, les ingrédients, l'utilisation du four, de vérifier s'il y a une distinction bien faite entre les endroits, les pâtisseries, les viennoiseries, tout ce qui est taref, il faut être sûr qu'il y a une distinction bien faite, parce qu'il n'y a pas de juif qui est dans cette cuisine toute la journée, tu te rends compte? Et alors, Rabotai, tant qu'on n'a pas fait ça, il sera très difficile de dire que le pain d'un goy, il est permis. Je répète, même dans la ville, même dans les régions dans lesquelles on te dit que le pain d'un goy, il est permis. C'est toléré parce que là-bas, c'est un danger qui vient. C'est un aliment qui est vital. C'est vrai que c'est vital, mais c'est pas la mort. Tu manges pas, c'est pas la mort. Donc si tu n'as pas tout vérifié, tu dois t'en abstenir. Est-ce que c'est clair, Rabotai? Donc je suis en train de faire la distinction entre ce que la halakha nous dit et puis la réalité. La halakha, elle tolère de consommer, surtout pour les Ashkénazes, de consommer un pain d'un goy. Elle le tolère. C'est vrai. Dans le cas où tu ne peux pas te procurer le pain de production juif. Mais c'est seulement après que tu as pris toutes tes précautions. Si tu n'as pas vérifié tous les ingrédients, tu n'as pas vérifié qu'il n'y a pas de graisse animale, tu n'as pas vérifié qu'il n'y a pas des distinctions bien claires et que les fours, eh bien, très souvent, on met, surtout les pains de tradition, on met directement le pain directement sur le four, sans plaque, ou bien les plaques on ne les change pas. Donc là c'est à sourd minadine, il n'y a aucune permission. Une fois à Rabotai qu'on a pris on a pris en considération toutes ces démarches et tous ces avertissements, alors la dernière étape, elle consiste à quoi? À allumer le four. Très souvent ils disent non c'est bon, il y a un rabbin qui a allumé. Je suis alors, quoi le rabbin c'est un magicien? Quoi, il s'appelle Harry Potter, il est venu, il a tout brûlé, et tout est cachère maintenant. Mais il peut rien faire. Le rabbin, non, tu viens en vacances avec un truc religieux, et le chaliard qui est venu, il a allumé le four. Mais toute l'année c'est taref.
ils font n'importe quoi dans le four et là tout d'un coup il vient, il allume, mais l'allumer ça va rien changer. Allumer à ce moment-là, c'est plus qu'un détail. On est d'accord au détail. Si tu n'as pas pris en considération toutes les harotes et les avertissements qu'on vient de mentionner, eh bien il sera très difficile de consommer le pain de production non juif. Même Rabotaï, je le dis et je le répète, même dans les villes et dans les régions dans lesquelles tu aurais pu le consommer. Mais Betachles, sur le terrain, en conclusion, si tu n'as pas pris toutes ces démarches préalables, sache que tu ne pourras pas le consommer, parce qu'il y a énormément de problèmes. Et seulement après que tu as pris toutes ces démarches, va allumer le four. La cavotte, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On dit non, c'est bon, c'est un juif qui a allumé le four. Mais Todaraba, mais il a allumé le four. Quoi, il connaît toutes les halakhot, il a vérifié tout ça. Et puis il faut faire des descentes, il faut vérifier, parce que tu ne peux pas taper sur un goy. Tu dis non, c'est bon, c'est caché, mais qui a dit que tu ne vas pas changer demain ces composantes? Donc tu l'es tout le temps, tu es tracham, parce que si tu viens et que tu l'obliges et que tu es dur avec le goy, il dit bon, laisse-moi tranquille, vous m'avez fatigué. Donc il faut quelqu'un de très chacham qui fasse toutes ces démarches avant d'arriver à la dernière étape qui consiste à allumer le four. Mais finalement, on se rend compte qu'allumer le four, c'est un détail par rapport à toutes les différences et à toutes les hazarotes qu'on nous demande de prendre. Baruch Adonai, le Olam. Amen, amen.